Chers amis, chers auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes du Terre-Terre Lorrain, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée, la meilleure web radio du web, vous le savez bien. Aujourd'hui, nous allons parler histoire et nous avons le grand plaisir de recevoir une historienne, à savoir Marion Sigaud. Madame Sigaud, bonjour. Bonsoir. Alors Marion Sigaud, vous êtes historienne, vous êtes spécialiste notamment du XVIIIe siècle. Vous avez écrit beaucoup de livres sur le sujet, notamment sur Voltaire, l'affaire d'Amiens, l'absolutisme royal, etc. Et aujourd'hui, eh bien, vous êtes en Lorraine à l'occasion d'une conférence pour l'Action française, une conférence intitulée « La Révolution sans le roi et contre le peuple » ou « Le capitalisme à marche forcée ». Alors, bon, il s'agit d'une interview assez courte, donc on ne va pas rentrer dans tous les détails de la Révolution française, ça nous prendrait des heures. On va commencer par une question assez simple, à savoir la Révolution française, en reprenant le titre de votre conférence, une révolution capitaliste. Ah tiens, en quoi la Révolution française serait une révolution capitaliste, puisque ça fait belle lurette qu'on nous présente ça au contraire comme une révolution libératrice, et qui serait une révolution, on va dire, en résumé de gauche, qui nous libérerait de tous les carcans, et notamment du carcan économique. Ah ben oui, mais alors bon, le début de la phrase est bon. C'est une révolution libératrice, ça libère le commerce. C'est une révolution émancipatrice pour le commerce et pour les affaires. Et c'est une révolution qui a bien porté son nom. On nous l'a juste... Et alors, c'est une révolution, effectivement, de gauche. Parce que si vous regardez, je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Xavier Moreau sur la gauche, sur les livres noirs de la gauche française, la gauche a toujours été du côté des capitalistes et contre le peuple. Alors ça, on ne le sait pas. Mais c'est pas parce qu'on ne le sait pas que c'est moins vrai. Donc, effectivement, la révolution a libéré le commerce. La révolution a libéré les forces d'argent. La révolution a interdit qu'on retienne la circulation des grains. Qu'est-ce que c'est que la circulation des grains ? Vous avez c'est plus que dans l'Ancien Régime, parce que ce qu'on appelle l'Ancien Régime, c'est les 150 ans qui précèdent la Révolution. On va remonter beaucoup plus loin, on va remonter jusqu'à Charlemagne au moins, puisque les textes les plus anciens concernant le sujet, on les trouve dans les textes signés de Charlemagne. Depuis qu'il y a une autorité en France, on surveille la circulation des subsistances. Pourquoi ? Parce que la subsistance du peuple, c'est ce qui va permettre au peuple de vivre. Si on laisse circuler librement les subsistances hors du lieu où elles ont été produites, des marchands vont s'enrichir, stocker, attendre que le prix monte et étrangler la population. Donc qu'est-ce qu'une autorité royale ? Une autorité royale est une autorité qui prend sous son bonnet d'interdire aux gens qui font de l'argent d'entraver la nourriture du peuple, enfin d'empêcher le peuple de se nourrir. Le principe est simple, il y a un principe de base, c'est le grain produit est vendu d'abord aux habitants les plus proches de là où il est produit. Il est vendu ouvertement, publiquement, sur une place qu'on appelle le marché. C'est la place du marché du village ou la place du marché de la petite ville. Une fois que la population de base, les ménagères qui viennent au marché, sous la surveillance de la police qui sert à ça, se sont servis, les boulangers ils passent après le peuple, parce que le peuple est capable de faire son pain également dans certaines conditions, donc les boulangers vont passer après le peuple, les restaurateurs et les hôteliers vont passer après les boulangers, et une fois que tout le monde se sera servi, à la fin du marché, les marchands seront autorisés, sous la surveillance de la police, à prendre le grain qui reste, à le sortir du marché et aller le porter pour le vendre ailleurs où il serait éventuellement manquant. Donc vous avez pour ça une police qui est tout à fait sous l'autorité du roi, et depuis que l'autorité existe en France, l'autorité est là pour protéger le peuple contre les appétits des marchands. La Révolution, c'est on abolit tout ça. Vive la libre circulation des grains. C'est-à-dire que, alors bon, ça va être le sujet de la conférence de ce soir, parce que ça ne s'est pas fait en un jour, mais la Révolution, c'est le triomphe des gens qui ont dit la police n'est pas là la police est là pour courir après les voleurs, pas contre les marchands. La police est là pour protéger les marchands contre le peuple, alors que sous les rois, la police était là pour protéger le peuple contre les marchands. Donc à partir de la Révolution, la police est là pour protéger les marchands contre le peuple. Et les tout débuts de la Révolution française, c'est on décrète la peine de mort contre ceux qui empêchent la libre circulation des marchandises. Alors que sous l'Ancien Régime, c'était la peine de mort pour ceux qui faisaient sortir les marchandises de là où elles devaient être. C'est-à-dire d'abord pour nourrir le peuple.
Donc tout le mouvement qui a promu ça, c'est le mouvement qu'on appelle des Lumières, avec Voltaire, Diderot aux premières loges, avec beaucoup d'autres gens par derrière, et c'est ce que je viens raconter ce soir. Donc la révolution, c'est effectivement une idée de gauche, c'est la liberté de quoi? La liberté de s'enrichir. Révolution donc éminemment libérale, on nous parle beaucoup du libéralisme aujourd'hui, hein, oui, le libéralisme prend ses racines dans ces fameuses Lumières. Oui, c'est ça. Alors si on pousse un petit peu, il y a bien évidemment le rôle de la bourse. Moi j'aimerais qu'on revienne sur, juste de façon un petit peu antérieure à la Révolution française, à ce qu'on appelle les assignats ou le système de l'eau, par exemple, qui sont des éléments qui ont énormément joué dans cette révolution. Alors c'est dur de parler du système de l'eau. Alors le système de l'eau, c'est en 1720. 1720, c'est 5 ans après la mort du roi Louis XIV. Le petit roi Louis XV a juste 5 ans. En 1720, oui, non, il a 10 ans. C'est son oncle qui est régent. Et la dette est absolument abyssale parce que le roi Louis XIV, en mourant, a laissé une dette épouvantable compte tenu des guerres qu'il a faites et perdues. Enfin, les finances sont dans un état épouvantable. Et il a écouté les sirènes d'un monsieur qui s'appelait Law, c'était un Écossais, et qui lui a dit qu'on pouvait, au lieu de payer en espèces sonnantes et trébuchantes, inventer tout un système de billets. Il a inventé la monnaie fiduciaire, quoi. Et il l'a fait circuler. Ça s'est soldé par une banqueroute absolument phénoménale. Des gens ont été ruinés, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les gens ont été ruinés, mais que le trésor royal a été apuré, en fait. La dette a été apurée. C'est-à-dire que le système de l'eau a été bénéfique pour le trésor. Alors tout le monde ne le sait pas. De toute façon, l'eau a ruiné énormément de gens. C'était un escroc. Enfin, il est parti quand même en chemise. Hein. Il n'est pas parti avec de l'argent. Mais il s'est enfui. Sa vie était gravement en danger parce qu'il y a eu quand même des faillites retentissantes. Mais le système a quand même été bénéfique pour le trésor du roi. Les assignats, je ne peux pas vous en parler. C'est la grande arnaque du début de la Révolution. Les assignats, c'est ce qui a permis de... Non, je peux pas en parler là. C'est trop pointu. On ne peut pas en parler comme ça par-dessus la jambe. Bien sûr. Mais je me suis un petit peu penché sur le sujet. Bien sûr. Mais de toute façon, on en reparlera certainement dans un autre moment. Alors... On a dit révolution libérale et puis capitaliste et donc bourgeoisie triomphante, puisque on dit toujours c'est la révolution qui a libéré le peuple. Bon, en l'occurrence, elle a libéré la bourgeoisie. Voilà, demandons aux gilets jaunes s'ils sont libérés. Ouais. Mais voilà, par rapport à tout ça, on dit souvent c'est une révolution bourgeoise. En quoi c'est une révolution bourgeoise? En quoi la bourgeoisie prend le pouvoir? Elle prend le pouvoir parce que c'est elle qui va décider de... D'abord, elle va faire taire le roi. Elle va couper les moyens au roi. Si on regarde la chose sous le prisme de la libre circulation des subsistances, il y a eu 3 expériences successives. Il y en a une de Louis XV et il y en a eu 2 de Louis XVI. Louis XV l'a fait en 63, il s'est repris. Louis XVI l'a fait en 1774, au début de son règne, il s'est repris. Et quand il l'a refait au début de la Révolution, il n'a pas pu se reprendre parce que ces gens ont pris le pouvoir et l'ont empêché de revenir sur ce qu'il avait fait. C'est-à-dire que le roi a été interdit de tenir son rôle d'arbitre. Et ensuite, dès qu'on a remplacé l'autorité, jadis, l'autorité, les décisions partaient de la base et elle remontait jusqu'au sommet, et au sommet, le roi tranchait, c'est-à-dire qu'il était l'arbitre des conflits, et c'est lui qui prenait les grandes décisions susceptibles de résoudre les conflits. À partir de la Révolution, les décisions, elles viennent d'en haut, elles ne viennent plus d'en bas. Et en bas, les communes villageoises qui avaient l'habitude de décider pour elles-mêmes et d'en appeler au roi en cas de conflit se sont retrouvées obligées d'obéir brusquement à des diktats qu'ils n'avaient jamais vus avant. L'autorité, les décisions se sont mises à descendre du sommet vers la base, alors qu'avant c'était l'inverse. Les métiers décidaient pour eux-mêmes, les villes décidaient pour elles-mêmes, les communautés villageoises décidaient pour elles-mêmes. Le roi, par exemple, dans les communautés villageoises, il disait sur une région, j'ai besoin d'un impôt de temps. Et ben, dans chaque village, les gens décidaient comment on allait répartir l'impôt, qui allait voter quoi, qui allait payer quoi, et c'était les gens qui décidaient pour eux-mêmes. Je vais vous donner un exemple qui vaut pour 10. Qui décidait des programmes scolaires sous l'Ancien Régime, à votre avis? Qui décidait des programmes scolaires? Les parents en assemblée générale, dans les villages. C'est eux qui décidaient de prendre un instituteur plutôt qu'un autre.
Ils faisaient venir un instituteur, ils en faisaient venir 2 ou 3, ils les testaient, alors avec l'aide du curé qui s'y connaissait, mais c'est pas le curé qui décidait, c'était le village. Et pour quel programme? Quel programme? Lire, écrire, compter. Il est bon cet instituteur? Ouais, on le prend. Il est pas bon, on le jette, on en prend un autre. Ça va pas. Le roi n'intervenait dans l'instruction publique que pour imposer un salaire minimum et des conditions minimum pour l'instituteur, mais pas pour le choisir, ni surtout pour imposer les programmes. Donc les programmes étaient choisis par les parents. À partir de la Révolution, le programme, il arrive d'en haut. Les premières écoles républicaines, quand l'instituteur arrivait dans le village, il n'y avait personne à l'école. Parce que les parents, ils ne voulaient pas qu'on leur impose un programme, ils gardaient les enfants, ils faisaient la classe dans les granges. C'est ce qu'il faudrait recommencer d'ailleurs. Sauf que ça ne sera plus les granges, mais c'est ce qu'il faudrait recommencer. Quand le pouvoir a voulu imposer, c'est dès le début de la Révolution, des programmes scolaires par rapport à leur idéologie, les parents, ils ont refusé de mettre leurs gosses à l'école. Mais ce n'était pas pour les envoyer bosser, c'était pour faire des écoles parallèles. Des écoles parallèles où ils leur apprenaient à lire, à écrire et à compter. Et ils leur apprenaient l'évangile et le bon Dieu, parce que c'était ça qu'ils voulaient. Et l'école a dit non, maintenant, on va plus faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais Marat, le Pelletier et machin chouette. Les gens disaient non, mais attendez, on n'a pas besoin de votre propagande, là. Qu'est-ce que c'est que ces imbécilités? J'ai fait toute une étude sur l'effondrement du savoir dans les écoles. La Révolution, ça a été une horreur. Il y a un voyageur vénitien qui, au XVIe siècle, a traversé la France. Il dit tout le monde sait lire dans ce pays. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais c'est l'impression qu'il en a sorti. Tout le monde sait lire. Dans le moindre village, les gens savent lire. Dans le moindre hameau, il y avait possibilité d'aller à l'école. Chaque fois qu'il y avait un clocher, il y avait un instituteur. Il dit mais c'est le curé. Non, c'est pas le curé, c'était l'instituteur. Et c'était le curé qui... Non, c'était pas le curé, c'était le village. Alors, il y a une notion très intéressante dans ce que vous développez là. Alors que, justement, on est de plus en plus en train de remettre en question l'État central, l'État jacobin français, etc. Et de plus en plus de gens parlent de sécession. Il faut faire sécession avec l'État, faire sécession avec les idées républicaines, bon, que sais-je. Très bien. Donc, en gros, ce que vous nous expliquez, c'est que la sécession, avant, elle existait déjà. C'est-à-dire qu'on était en... Les communautés, entre guillemets, les provinces vivaient, en tout cas, faisaient preuve d'une certaine forme de sécession vis-à-vis du pouvoir politique. Plus que les provinces, puisque les villages décidaient pour eux-mêmes. Les villes, chaque ville avait son organisation, elle votait son budget. Toutes les villes avaient une milice de défense. Toutes les villes étaient armées. Les gens se défendaient eux-mêmes. Et le roi, il servait à quoi? Il servait à arbitrer tout ça et à faire que ça fonctionne. Les métiers, regardez à l'heure actuelle, qui est-ce qui va vous imposer une norme industrielle ou une norme de fabrication? C'est Bruxelles, puis au-dessus de Bruxelles, c'est encore au-dessus. À l'époque, c'est le métier. Le métier, c'est qui? C'est les gens qui y apprendent. Qui c'est qui appartient? C'est la corporation. C'est la corporation. Qui va décider des normes? Qu'est-ce qu'une charrette bien faite, par exemple? C'est la corporation des charrons. C'est eux qui savent, c'est eux qui transmettent le savoir, c'est eux qui... Et c'est... Alors, ce qu'on appelait le privilège à l'époque, c'était le privilège que donnait le roi. Une fois qu'une corporation s'était constituée et qu'elle tenait la route, c'était le privilège que quiconque voulait faire ce métier passe par eux. La liberté, liberté. Ça a été quoi la liberté concernant les métiers? Ça a été de supprimer les corporations et de transformer le métier fait par les professionnels en une activité dirigée par un gars qui a l'argent et qui impose les normes qui l'intéressent en fonction du profit qu'il veut en faire. C'est plus la même chose. Donc la Révolution instaure une toute-puissance à la fois administrative et aussi une force économique débridée. Mais c'est épouvantable. À partir de la Révolution, on est obligé de mettre les enfants au travail. Parce que l'ouvrier n'a plus suffisamment pour gagner sa vie. Alors Turgot, il a été quand même un précurseur là-dedans, puisqu'il est arrivé au pouvoir, c'est le malheureux Louis XVI qui l'a... Je dis malheureux parce que là, s'il y a une chose qu'il a faite de malheureuse, c'est bien de prendre Turgot. Il a pris Turgot au contrôle général des finances, autant dire ministre de l'économie. Et Turgot, une fois qu'il a mis toute la France en état d'insurrection à cause de la libre circulation des grains, il a supprimé les corporations. Et on lui a dit, attendez, vous laissez le prix du grain monter et vous supprimez le contrôle des salaires et les salaires vont s'effondrer. Comment vont faire les gens pour nourrir leurs enfants? Réponse, il n'y a qu'à faire travailler les enfants. On a retenu la leçon. Tout le 19e siècle, c'est que ça. C'est le triomphe de Turgot. C'est le triomphe de Turgot. Et il y a un jour une crétine, alors je ne donnerai pas son nom, en tout cas je vous le dirai off, qui m'a dit « Ah mais Turgot, c'était un grand humaniste. » Ah bah oui, mettre les enfants au travail, ça c'est formidable. Et c'est à cause de ça que les femmes ont été obligées de vendre leur lait pour pouvoir vivre. C'est effroyable, c'est effroyable.
Ça rappelle des phrases C'est effroyable, c'est assez effroyable. récentes, les femmes qui doivent louer leur ventre. Louer leur etc. ventre, oui, et Oui, vendre oui. leur lait. Voilà. Et une nourrice pour qu'elle puisse vendre son lait pour pouvoir vivre, qu'est-ce qu'elle en faisait de son nourrisson à elle? Vous croyez qu'une nourrice, elle arrivait chez les bourgeois avec son bébé au sein? Il fallait qu'elle leur file, elle le laissait où? Elle le laissait à qui? Elle le laissait à une autre pauvresse comme elle, qu'elle était obligée de payer? Parce qu'une femme qui a du lait pour un, elle a du lait pour deux. Bon, c'est quand même assez connu, c'est le principe de la nourrice. Mais elle ne pouvait pas arriver chez les bourgeois avec le sien. Donc elle le donnait à qui? Vous vous rendez compte de l'horreur? Bien, Marion Sigaud, ce sera ma dernière question. La mort du roi, la Révolution française donc impose ça, la mort du roi, la mort aussi du politique. En perdant le roi, en perdant cette figure paternelle et à la fois la figure politique, est-ce que depuis 230 ans maintenant, la France n'a-t-elle pas un problème avec la politique où les Français ressentent cette espèce de manque, cette espèce de boussole manquante qui fait que chaque année, enfin pas chaque année, mais toutes les 5 ans, on est obligé de remettre une pièce dans la machine sans finalement, on y croit de moins en moins, les gens ne votent plus. On a raison de ne pas y croire, on sait très bien que les programmes que nous imposent sont décidés en haut lieu, qui n'ont rien à voir avec nos intérêts à nous. Je pense qu'il est de plus en plus évident que les programmes qui nous sont imposés sont les programmes qui sont l'inverse. C'est j'allais dire, ce sont des contre-valeurs. C'est-à-dire que toutes les valeurs qui ont fait la France et qui ont fait ce qu'on a de plus beau chez nous, et je ne dis pas que c'est pas beau ailleurs, hein, je dis simplement ce qu'on a de plus beau chez nous, ce sont des valeurs qui sont héritées du christianisme triomphant. Et le christianisme triomphant a été sapé à coups de mensonges, à coups enfin, ça a été une longue guerre qui est en passe maintenant apparemment d'être gagnée, parce que ceux qui ont voulu renverser la chrétienté, renverser le roi et remplacer tout ce qui faisait la beauté de notre civilisation, parce que c'est de ça dont on parle, pour le remplacer par une espèce de magma de gens complètement abrutis, le nez sur leur portable, piqués, picousés, complètement abrutis, ces gens-là ont quasiment gagné. Mais je dis bien quasiment parce que ça va se renverser. Je suis persuadé que ça va se renverser, que le renversement est en cours et que incessamment ils vont perdre. Pour l'instant, c'est encore eux qui sont au sommet et ils vont perdre. Mais ne me parlez pas des élections, c'est de la mascarade. On sait très bien que toutes les élections maintenant sont truquées. Ça fait longtemps qu'elles le sont, mais maintenant ça se voit. Et le trucage est de plus en plus évident. Moi, mon amie ici présente, elle m'a dit en 2017, Marion, tu te rends compte, il y a un gars, il s'appelle Macron, on dirait qu'il va passer. Je dis, en tout cas, je peux te dire une chose, c'est que les Français ne voteront jamais pour lui. Ah, ben il a gagné. Ben oui, mais il a triché. Donc les Français n'ont pas voté pour lui. Je suis persuadé. J'en suis persuadé. J'ai jamais cru que les Français allaient voter pour ce type-là. Il est passé autrement. Mais maintenant, avec tous ces systèmes, on fait semblant de vous demander votre avis et puis on passe outre. Mais l'important, c'est d'avoir les soldes. Ben, écoutez, Marion Sigaud, merci beaucoup pour ces quelques mots. Pour les gens qui sont intéressés par tous ces sujets, c'est très vaste, hein, donc on pourrait rester des heures et des heures, mais autant être rapide et synthétique. Nous vous renvoyons au livre de notre interlocutrice. Hein, il y en a beaucoup. Et tant qu'à faire, j'en profite, une petite publicité, puisqu'après tout, votre serviteur a sorti un livre également sur le sujet, La République contre la France, aux éditions du Verbe Haut. Et voilà, j'espère d'ailleurs que ça vous plaira. Ben, rien que le titre, parce que j'ai fait une conférence qui s'appelle à peu près comme ça, la République contre la France, ou pourquoi la République ne peut rien pour la France, ou quelque chose comme ça. Donc, quand j'ai vu tout à l'heure chez mon cher ami Sylvain Durin, dans sa belle librairie, quand j'ai vu ce livre, j'ai dit, tiens, ça c'est pour moi. Ben voilà. Donc ça va, je le laisse sur la table, je vais le lire. C'est tout à fait ce que je dis avec d'autres mots. On ne peut pas être à la fois aimer la France et vouloir la République. C'est incompatible. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais adhérente enthousiaste d'un mouvement qui s'appelait Debout la République. Donc j'y croyais. Mais ça, c'était avant de savoir. Mais avant de savoir, on ne sait pas. Donc, il ne faut pas jeter la pierre aux gens qui ne savent pas. Il faut leur donner les moyens de savoir. Et puis après, les gens qui ne veulent pas savoir, c'est autre chose. Voilà, chers auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Comme d'habitude, hein, vous savez aussi que ça ne demande rien. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait du bien à la chaîne. Et quant à moi, je vous salue. La vie commence toujours demain. Et haut les cœurs.